Bienvenue, vous écoutez Le Rhumatisme et moi, le podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Aujourd'hui, nous allons parler de médecine complémentaire avec le professeur Pierre-Yves Rodondy. Nous allons décortiquer les différentes thérapies et médecines qui existent, qui se distinguent de la médecine dite conventionnelle, et réfléchir ensemble à comment les personnes qui vivent avec des maladies rhumatismales peuvent les intégrer dans leurs soins. Bonne écoute. Alors bonjour Pierre-Yves, bienvenue. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour, je vais très bien, merci beaucoup. Et vous ? Moi, ça va plutôt bien aujourd'hui. Vous êtes médecin de famille dans un cabinet privé, mais aussi professeur d'université. Est-ce que vous voulez bien vous présenter selon vos différentes casquettes en quelques mots ? Oui, effectivement, j'ai deux activités. Une, c'est médecin de famille à Puy, près de Lausanne. Et mon autre activité, c'est comme professeur de médecin de famille. Je dirige l'Institut de médecine de famille à l'Université de Fribourg. Notre sujet du jour, ce sont les médecines que beaucoup connaissent sous le nom de complémentaires. Mais elles n'ont pas toujours porté ce nom. Autrefois, on parlait aussi de médecine alternative, de médecine douce. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer l'histoire derrière ces différentes appellations ? Alors, il faut savoir que déjà dans l'histoire, les médecines dites complémentaires étaient au fond très utilisées par la population, que ce soit sous forme de tisane ou de différentes herbes qui étaient utilisées par la population. Puis avec les modifications des données scientifiques, de la recherche scientifique, certaines ont été mises de côté ou moins utilisées, d'autres ont été mises plus en avant. Et puis on s'est retrouvé avec un peu ces deux mondes, un monde de la médecine dite conventionnelle qui a fait l'objet de pas mal de recherche, et puis la médecine dite d'abord parallèle et puis ensuite complémentaire, où les recherches étaient moins abondantes et plus aussi décriées. Et si vous deviez donner des définitions à ces différentes médecines ? Alors en fait, les médecines complémentaires, c'est les médecines qui sont en dehors du système de santé habituel. Donc si on veut, par exemple, l'acupuncture se trouve être une médecine complémentaire en Suisse, alors qu'évidemment en Chine, c'est pas du tout une médecine dite complémentaire. Et c'est là l'élément central, c'est que on n'est plus basé maintenant sur des médecines complémentaires qui n'ont pas de données scientifiques et des médecines conventionnelles qui en ont, mais au fait, c'est plutôt ces médecines qui sont un peu en dehors. Et la plupart du temps, les patients vont utiliser ces médecines en plus de la médecine conventionnelle et rarement à la place. Et pour combiner ces différentes approches, vous parlez des fois de médecine intégrative, c'est juste ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le terme de médecine intégrative est apparu dans les années 2000 aux États-Unis, donc il y a un certain temps, où un certain nombre de grandes universités se sont dit, mais au fait, on ne pourrait pas peut-être avoir une attitude plus pragmatique, au fond, prenons ce qui est le mieux pour les patients, que ce soit issu de la médecine conventionnelle ou de la médecine complémentaire. L'idée, c'est vraiment de combiner l'ensemble des approches de santé qui peuvent améliorer l'état de santé d'un patient. Et ce modèle a pris son essor, est très développé aux États-Unis, puis maintenant aussi de plus en plus développé ici en Europe. Et ici en Suisse, qu'est-ce qui existe comme médecine complémentaire si on devait dresser un petit tableau ? Alors en fait, il existe une multitude de médecines complémentaires. On ne sait même pas forcément le nom, mais probablement plus que 200, avec des approches qui sont différentes les unes des autres. Certaines vont être sous forme de traitements qu'on va prendre par la bouche, que ce soit par exemple la phytothérapie, l'homéopathie. D'autres, on va manipuler le corps, on va toucher le corps, comme on le fait avec l'ostéopathie par exemple. D'autres qui se mettent en relation le corps avec l'esprit, comme l'hypnose. Donc on a vraiment une multitude d'approches qui sont présentes actuellement, avec une aussi multitude d'études scientifiques qui ont été faites dans certains domaines et très peu dans d'autres domaines. Et où se situe la limite en fait ? Qu'est-ce qui se situe juste en dehors de la médecine complémentaire ? Alors c'est difficile de répondre à la question de qu'est-ce qui est en dehors, parce que qu'est-ce qui est en dehors de quoi, mais au fond, l'important c'est de toujours se poser la question par rapport à une thérapie qu'on fait, quelle qu'elle soit, est-ce qu'elle est bienveillante envers moi, est-ce qu'elle est adressée de manière aidante par le thérapeute, et je crois que c'est ça l'élément central. Un élément important réside dans le fait qu'il faut toujours réfléchir que probablement il n'y a aucune médecine qui va tout traiter, donc c'est d'essayer de choisir ce qui est le mieux par rapport aux problèmes de santé qu'on a actuellement. Est-ce que c'est une limite claire ou est-ce qu'il y a des choses justement qui, il y a quelques années, étaient considérées comme du charlatanisme et puis qui maintenant ont été documentées différemment et qu'on pourrait considérer dans le champ de la médecine ?
Alors, du point de vue de la question de thérapie qui pourrait être pas forcément bénéfique, voire faire du mal aux patients, je pense qu'il y a 2 éléments sur lesquels il faut se centrer. Un des éléments, c'est la thérapie elle-même. Certaines thérapies sont vraiment basées sur rien du tout et on ne comprend pas très bien le but que ça a derrière. Et puis, bien sûr, l'autre élément, c'est le thérapeute. Il faut que le thérapeute ait une visée de soins. Donc, qu'est-ce qui est dans le champ des médecines complémentaires ou bien pas, ça reste assez difficile, hein. Et ça, je pense, c'est aussi un élément important à tenir compte. Un premier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui des compléments alimentaires. Dans différents épisodes du podcast, on a parlé d'alimentation, l'alimentation générale, puis sur des régimes plus végétaux, avec Pierre-Alain Buchard, puis Laurence Margot, qui ont répété que rien ne remplace une alimentation équilibrée. Alors comment bien prendre des compléments alimentaires et surtout, est-ce que c'est utile ? Alors, je suis aussi tout à fait d'accord que rien ne remplace une alimentation équilibrée. Et en plus, c'est beaucoup plus beau à voir dans son assiette qu'un comprimé de compléments alimentaires. Un des éléments qu'on doit penser par rapport aux compléments alimentaires, c'est quelle est l'indication, pour quelles raisons on souhaite en prendre. Est-ce qu'on souhaite en prendre pour renforcer l'immunité? Est-ce qu'on souhaite en prendre parce qu'on a une très importante fatigue? Ou, en l'occurrence, est-ce qu'on a des problèmes de douleur articulaire? Puis là-dedans, on a quelques compléments alimentaires qui peuvent parfois amener des effets bénéfiques, mais il faut réfléchir pourquoi, dans quelle indication, et puis comme pour les médicaments, les arrêter si ça n'amène pas de bénéfice. Et là, peut-être on peut se poser la question de s'assurer d'avoir un taux de vitamine D suffisant. Ça, c'est une question qui est importante. La question, bien sûr, du calcium, mais qui, au fond, font partie de la médecine conventionnelle déjà actuellement, donc c'est pratiquement des médicaments. Et puis, on a aussi des médicaments comme l'huile d'onagre ou les oméga 3 qui peuvent, dans certaines situations, avoir un effet bénéfique sur les douleurs. Et la phytothérapie, déjà, qu'est-ce que c'est et puis à quoi ça sert ? Alors la phytothérapie, c'est la thérapie par les plantes et qui peut être prise de différentes formes, que ça peut être sous forme de comprimés. On a des comprimés de phytothérapie, mais ça peut être aussi une décoction qu'on fait soi-même ou des applications locales qu'on peut faire. La plante qui ressort le plus dans les maladies rhumatismales en raison de bonnes données scientifiques, c'est la griffe du diable. La griffe du diable qui a des bonnes données scientifiques sur l'efficacité dans les douleurs rhumatismales, plutôt les douleurs non inflammatoires, donc typiquement dans l'arthrose. Et non seulement on a des bonnes données, mais on a aussi des bons retours. Moi, j'ai beaucoup de patients qui en prennent régulièrement avec des bons effets. Attention, il y a des effets secondaires, ça peut faire des problèmes au niveau de l'estomac, mais autrement, si elle est bien tolérée et qu'elle aide bien sur les douleurs, ça peut avoir un effet très bénéfique. Et au-delà de l'alimentation, il y a aussi les thérapies par le mouvement. Alors par exemple, la physiothérapie, c'est maintenant intégré dans la médecine, disons, conventionnelle. Alors qu'en est-il d'autres pratiques par le mouvement, comme le yoga ou le tai chi ? Alors, paradoxalement, dans les maladies rhumatismales, des fois les douleurs sont tellement importantes qu'on aurait envie de moins bouger. Et au fond, un des objectifs, c'est de retrouver comment bouger, ne serait-ce que parce que ça fait du bien, ça permet de vivre une vie la plus normale possible, mais ça permet aussi d'améliorer les douleurs. Donc ça, c'est un élément qui est déjà complexe. Si on a des maux de dos et qu'on se dit mais il faut absolument que je bouge, ça reste quelque chose de difficile. Puis dans ce sens-là, ça peut être juste de bouger puis de se dire je dois me lever, mais on sait aussi que des fois c'est des choses qui sont pas évidentes et on a des thérapies qui peuvent amener des effets bénéfiques et même supplémentaires à juste faire du mouvement par soi-même. Et vous parliez avant de la physiothérapie, mais on a aussi des très bonnes données sur par exemple le tai chi, typiquement le tai chi dans la fibromyalgie, on a des très bonnes données, ou dans les douleurs chroniques non inflammatoires comme les maux de dos, et là on peut vraiment faire des choses qui sont bénéfiques. Les ligues de santé, évidemment la Ligue suisse contre le rhumatisme, propose aussi ce type de cours qui peuvent aider sur les douleurs. On a aussi d'autres thérapies par le mouvement qui peuvent amener un effet bénéfique. Donc en fait, le mouvement et le sport en général, c'est une thérapie complémentaire ? Alors,
On peut toujours se poser la question, probablement que le sport n'est pas une thérapie complémentaire, mais ce que je trouve intéressant, par exemple, sur les études sur le yoga, c'est que le groupe contrôle est un groupe qui bougeait aussi, donc le yoga a un effet supplémentaire à juste faire des mouvements par soi-même. Et c'est là que c'est intéressant, c'est pas juste que le yoga aide à bouger, il y a probablement quelque chose d'autre qu'on ne sait pas, qui aide de manière bénéfique. Un élément qui est important, c'est aussi de trouver la thérapie, non seulement celle qui a des bonnes données scientifiques, mais aussi celle qui nous convient. J'ai des patients pour qui le yoga, c'est quelque chose qui leur parle, qui a du sens pour eux, d'autres pas du tout, et je crois que c'est aussi un élément central pour choisir quelle thérapie peut nous aider. Et pour ce qui est d'autres thérapies, comme l'ostéopathie ou les massages, qu'est-ce qu'on a comme données là-dessus et comme recul sur ces approches ? Alors on se rappelle que l'ostéopathie, quand elle a été amenée en Suisse, elle a commencé par être très décriée, très critiquée. Et puis les ostéopathes ont réussi à démontrer à quel point ils faisaient un travail sérieux. Et actuellement, elle est enseignée dans des hautes écoles en Suisse avec un diplôme fédéral reconnu de manière tout à fait officielle. Et je crois que l'ostéopathie fait partie du champ des traitements actuels. L'ostéopathie est très intéressante, elle a une fonction un peu différente de la physiothérapie qui n'est pas toujours évidente, mais on peut remettre ou réactiver certaines régions du corps et aider de manière tout à fait intéressante et souvent en complémentarité avec la physiothérapie et là je pense que c'est tout à fait intéressant. En ostéopathie, il y a un petit peu moins d'exercices qui sont prescrits par rapport à la physiothérapie. Donc toujours bien choisir lequel est le mieux. Mais en général, que ce soit un physiothérapeute ou un ostéopathe, il pourra bien vous renseigner sur quelle serait l'indication la plus adéquate dans le problème de santé. Et les massages ? Les massages ont été pas mal critiqués parce qu'on se disait mais c'est à quoi ça sert ? Est-ce que c'est juste pour se faire du bien ? Mais on a des données aussi scientifiques tout à fait intéressantes en termes de ce qu'on appelle des massages thérapeutiques qui peuvent améliorer vraiment les douleurs. C'est important d'aller chez un masseur qui est bien formé. C'est aussi important de tenir compte de masseurs qui sont formés aux problèmes de santé dont on souffre. Et dans le cas des maladies rhumatismales, qu'est-ce qu'il en est de l'acupuncture, des médecines chinoises ? Alors, l'acupuncture est donc une partie de la médecine traditionnelle chinoise. C'est un peu la partie qu'on a le plus facilement incorporée en Occident parce que c'est celle qui est presque le plus simple ou qui nous parle le plus. Alors qu'au fond, la médecine traditionnelle chinoise, c'est un ensemble de thérapies, que ce soit l'alimentation, on en parlait avant, et toute l'importance que ça a, que ce soit le mouvement qu'on retrouve beaucoup en médecine chinoise ou les thérapies par les plantes. Mais l'acupuncture elle-même a fait l'objet de beaucoup d'études, que ce soit en Chine, mais que ce soit aussi aux États-Unis ou en Allemagne, et a montré des bonnes données sur les douleurs. Typiquement, on a des très bonnes données dans les douleurs chroniques non inflammatoires, que ce soit les maux de dos, les problèmes d'arthrose de hanche, d'arthrose de genou, où là on a des bonnes données. Alors l'acupuncture, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de beaucoup de séances d'acupuncture pour voir si ça a un effet. Souvent déjà après 4 ou 5 séances, on peut déjà voir si ça a un effet potentiellement bénéfique ou bien pas, et ainsi décider s'il faut poursuivre ou bien pas. On a beaucoup parlé jusqu'à présent de thérapies qui sont liées au corps, mais en fait, quand on a déjà abordé le sujet du yoga et puis là aussi l'acupuncture, on remarque qu'il y a aussi parfois un lien avec le corps et l'esprit. Si on va plus loin, on pourrait parler aussi de méditation et d'hypnose. Dans quelle mesure ça peut aider aussi pour les rhumatismes ? Alors par analogie, j'aime beaucoup citer cette étude qui a été faite chez les grands brûlés au CHUV, où les grands brûlés, ça reste des douleurs majeures, des douleurs qui sont vraiment extrêmement violentes. Et les équipes de soins ont dit, mais est-ce qu'on pourrait essayer, voir si l'hypnose peut aider les patients ? Et l'hypnose a démontré une nette diminution des douleurs chez les patients et les patientes. Et quand on écoute les témoignages, les patients disent, mais je ressens pratiquement plus mes douleurs parce qu'on arrive à travailler sur l'esprit et sur l'information de la douleur. Et je crois qu'on peut faire des analogies, on a aussi des données dans ce sens avec la méditation ou
l'hypnose par exemple, où on peut aider le cerveau à moins ressentir la douleur. Ça ne veut pas dire que la douleur n'est plus présente, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le problème de santé, mais on peut aider le cerveau à mieux vivre, et ça, c'est des effets assez extraordinaires. Et en ayant moins de douleur, on va pouvoir plus bouger, on va pouvoir mieux dormir, on va pouvoir moins de fatigue, donc on peut agir là-dessus. Certains patients, l'hypnose va plus leur parler que la méditation, d'autres le contraire. Là aussi, c'est de trouver la thérapie et l'approche qui nous parle le plus, et ça, je pense que c'est tout à fait intéressant. J'encourage toujours à plutôt apprendre ces thérapies avec un thérapeute ou dans un groupe que sur un tuto, où peut-être on va peut-être pas forcément prendre les bonnes marques pour apprendre, ou peut-être être vite déçu des effets. Et s'occuper de sa santé mentale, faire une psychothérapie quand on souffre de rhumatisme, ça peut aider? Alors souvent dans des maladies dans lesquelles on voit pas forcément les troubles, hein, je pense par exemple à certains types de maux de dos, ou dans la fibromyalgie, on a parfois ce message, c'est dans votre tête, donc il faut travailler là-dessus. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je crois qu'il y a personne qui choisit d'avoir des douleurs, et là c'est vraiment très important que si on a mal au genou, on n'a pas mal dans la tête, et on n'a pas formé cette douleur. Par contre, ça a un tel impact sur notre vie que ça vaut la peine de travailler dessus. Comment je peux m'habituer à cette vie qui change? Par exemple, certaines douleurs font qu'on a plus de fatigue et qu'on va pouvoir faire beaucoup moins d'activités que ce qu'on aimait faire auparavant, et de pouvoir travailler là-dessus, que ce soit avec une forme de psychothérapie ou d'autres thérapies qui nous aident à mieux accepter ce qu'on vit, peut vraiment beaucoup nous aider. Et est-ce que de manière générale, il y a d'autres conseils maintenant qui vous viennent en tête, que vous avez envie de partager? Je trouve que les maladies rhumatismales inflammatoires restent des maladies qui sont difficiles à traiter. On a certes des médicaments assez incroyables en termes d'effets actuellement, mais souvent les patients, et je les comprends, ont aussi envie de faire quelque chose par eux-mêmes. Et là-dedans, on a, outre le mouvement dont on a parlé bien sûr avant, deux approches qui peuvent avoir beaucoup d'intérêt. La première, c'est l'huile d'onagre, qui a montré quelques effets sur une diminution de l'inflammation, et ça, je pense que c'est intéressant éventuellement déjà de l'essayer, puis de voir si ça a un effet chez soi. Et une étude très intéressante a été faite sur la médecine ayurvédique et la polyarthrite rhumatoïde. La médecine ayurvédique est issue d'Inde. C'est une médecine comme la médecine chinoise, qui est une médecine assez complète, où on va approcher le corps de différentes manières, que ce soit au niveau de différentes activités, au niveau de massage, au niveau de substances qu'on va ingérer. Donc c'est vraiment une approche complète du corps. Il y a même des retraites qui peuvent se faire en Inde, mais on peut aussi les faire en Suisse, où on va changer certains éléments du mode de vie. On va travailler aussi sur les énergies, les fameux chakras dont on entend parler de temps en temps. Et c'est comme si on essayait aussi de faire d'une certaine manière revivre notre corps. Et cette étude a vraiment montré une diminution de l'inflammation chez les patients qui ont fait un traitement de médecine ayurvédique, avec une amélioration de la qualité de vie, une amélioration aussi des paramètres inflammatoires. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Malheureusement, il n'y a pas eu d'autres études qui ont été faites d'aussi bonne qualité qui auraient pu permettre de dire, voilà, est-ce que chez tel patient on a des chances que ça marche? Mais je pense que la médecine ayurvédique est une approche tout à fait intéressante. On a des thérapeutes très bien formés dans ce domaine-là. Et là aussi, si ça parle à un patient ou une patiente, de se dire, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça a du sens? Que je trouve un thérapeute qui peut m'aider? Puis j'essaye cette approche-là pour voir si elle m'aide personnellement. Alors, dans toutes les approches thérapeutiques que vous avez citées, certaines peuvent être très bénéfiques en cas de rhumatisme. De manière générale, quelle place peuvent prendre ces thérapies dans notre quête de solutions face à la maladie? Alors, je crois que de tout temps, les patients ont cherché ce qui était le mieux pour eux, que ce soit en médecine conventionnelle ou que ce soit en médecine complémentaire.
Mais il y a eu des mouvements un peu en défaveur des médecines complémentaires, ce qui fait qu'elles aient été moins enseignées, qu'elles ont été plus décriées et décriées un peu en bloc, comme si elles étaient toutes négatives. Et ça a eu un impact négatif dans le sens que les médecins ont eu peu de connaissances avec le temps sur ce sujet. Et moi, je me souviens quand on a réintroduit des cours sur les médecines complémentaires dans les années 2010 aux étudiants en médecine à Lausanne, les étudiants ont dit mais vraiment c'est très agréable, on peut enfin en parler ni que positivement, ni que négativement, mais d'avoir une attitude déjà informative, qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce sujet-là, et puis qu'est-ce qui peut amener du bénéfice aux patients ou pas. Et ça, je pense que ce dialogue est vraiment extrêmement important, et il commence à revenir progressivement, notamment aussi suite à la votation de la population suisse qui a demandé qu'on s'occupe plus des médecines complémentaires. Et autant c'est important de pouvoir dire à son médecin quelles sont les thérapies qu'on fait pour qu'il puisse nous dire s'il y a des potentielles interactions ou des risques avec telle ou telle pratique, et aussi de pouvoir dire à son thérapeute complémentaire les thérapies qu'on fait de manière conventionnelle pour amorcer ce dialogue. Ça a aussi un impact, c'est que si on dit à son médecin conventionnel que telle thérapie nous a aidé, si plusieurs patients vont le dire, ça va peut-être intéresser le médecin à se dire mais peut-être il faut que j'aille chercher de ce côté-là pour pouvoir aussi le proposer à d'autres de mes patients. Et si notre médecin, conventionnel, ne voit vraiment pas l'intérêt d'aller vers d'autres thérapies complémentaires, comment on peut soit commencer le dialogue ou peut-être trouver une solution à ça ? Alors, effectivement, historiquement, comme certaines thérapies ont été pas mal décriées, c'est parfois un manque de connaissances de la part du médecin. Moi, ce que j'essaye de dire à mes patients, c'est amenez-moi les informations, dites-moi ce que ça fait chez vous. Et je crois que le fait de pouvoir dire ce que ça fait chez soi est quelque chose de bénéfique. Il y a de plus en plus de cours aussi qui sont offerts pour les médecins. Et puis un élément central, c'est qu'il y a de plus en plus de recherche qui est effectuée dans ce domaine et qui peut aider les médecins à pouvoir les aider à renseigner et à se renseigner sur les thérapies qui sont bénéfiques. Pour les médecines complémentaires, comment trouver le ou la bonne thérapeute ? À quoi faut-il faire attention ? Alors, un élément très simple qu'on dit, c'est de ne pas se fier à un thérapeute qui rejetterait en bloc les autres thérapies, et notamment les thérapies conventionnelles. Un thérapeute qui traite tout, ça n'existe pas, c'est vraiment pas possible. Donc, c'est vraiment important de se dire, mais voilà, est-ce qu'il est en train de me dire, il faut que j'arrête tel ou tel traitement ? Alors d'abord de comprendre le sens, mais aussi c'est un élément qui peut faire suspecter une pratique qui n'est pas forcément celle qui va nous convenir. Ça, c'est un élément de base. Après, d'autres éléments, c'est évidemment le fait de savoir quelle formation ils ont. Mais ça, c'est des informations qui ne sont pas toujours évidentes d'aller chercher soi-même. Et puis un autre élément aussi assez simple, c'est le bouche à oreille. Si des amis, des proches ou notre médecin nous recommande tel ou tel thérapeute, on va aussi pouvoir plus facilement s'y fier. Il faut savoir que l'élément du remboursement est un élément de contrôle de la formation, mais ça ne veut pas dire forcément que ça va nous convenir. Donc les autres éléments sont à mon avis aussi importants. Ouais, vous parlez de remboursement, alors c'est clair que tout cela a un coût. Certaines de ces médecines complémentaires sont remboursées par des assurances complémentaires, d'autres pas. Comment s'y retrouver et comment fonctionne ce système ? Alors il y a effectivement un peu trois situations. Il y a la première qui est le remboursement par l'assurance de base. L'assurance de base rembourse les thérapies complémentaires qui sont effectuées par des médecins qui ont été formés dans différents domaines, que ce soit l'homéopathie, la médecine traditionnelle chinoise, la phytothérapie ou la médecine anthroposophique. Celles-ci sont basées sur des formations qui sont reconnues et là on peut avoir un remboursement par l'assurance de base. Ensuite, on a le remboursement par les assurances complémentaires, où là, c'est en général des thérapeutes qui ont été formés dans un certain nombre de thérapies qui sont reconnues par les assurances. Alors, il faut savoir que c'est un champ très différent d'une assurance à l'autre, d'un modèle d'assurance à l'autre, ce qui fait que c'est très important de bien se renseigner avant si la thérapie et surtout le thérapeute chez qui on va aller sera remboursé par notre assurance complémentaire.
Maintenant, l'assurance complémentaire peut mettre des limitations, l'assurance complémentaire peut décider de ne plus nous rembourser, un champ de possibilités qui est très différent de l'assurance de base, et c'est important de bien se renseigner. Puis enfin, on a des thérapeutes qui sont remboursés par aucune assurance. Ça n'enlève rien à la qualité de certains. De nouveau, c'est important de se dire, est-ce que je suis en confiance avec ce thérapeute ? On arrive gentiment au terme de cette discussion. Est-ce que peut-être, pour conclure, vous auriez un mot de la fin, un message à faire passer aux auditeurs et auditrices ? Ce qui m'intéresse, moi, notamment dans les médecines complémentaires, c'est la capacité à réouvrir le champ des possibles, le champ des thérapies qui sont imaginables. Pour moi, ça me va très bien. Le but, c'est que vous puissiez aller mieux tout en ayant une thérapie qui soit bienveillante à votre rencontre. Donc, c'est ce champ-là. L'autre élément, c'est de pouvoir se réapproprier la prise de notre santé. Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même ? De ne pas juste attendre d'aller mieux. Bien sûr que un certain nombre de problèmes de santé, et notamment les maladies rhumatismales, créent des douleurs, un impact majeur sur la vie, que ce soit la vie professionnelle ou personnelle, et ça c'est un élément très important. Mais de se dire, je vais aller chercher, je vais aller moi-même imaginer différentes choses, et on peut aussi, et notamment dans les médecines complémentaires, mettre en avant ce qu'on appelle l'auto-soin. Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même ? Le seul thérapeute qui peut être toujours avec nous, c'est soi-même. Si on a des douleurs à 2h du matin, notre médecin ou notre thérapeute n'est pas présent. Mais si on a appris à faire par exemple de l'hypnose ou à faire de la méditation, peut-être qu'à 2h du matin, on peut faire une séance de méditation soi-même et tout à coup avoir les douleurs qui s'atténuent et qui nous permettent de redormir. Donc de pouvoir reprendre en main sa santé, de pouvoir trouver ce qui nous améliore, c'est vraiment un élément fondamental et aussi extrêmement valorisant pour l'individu de se dire j'ai pu faire quelque chose et je me sens mieux. Vous venez d'écouter le 14e épisode du podcast Le rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Nous nous retrouvons dans 2 mois pour le prochain épisode, mais d'ici là, si vous pensez que votre histoire peut aider d'autres personnes vivant avec des rhumatismes et que vous voulez témoigner dans ce podcast, écrivez-nous à info@rheumaliga.ch. Merci aussi pour les retours que nous recevons par email sur les différents épisodes du podcast. Nous lisons avec plaisir vos commentaires et suggestions. Et si ce podcast vous a plu, vous pouvez nous soutenir en laissant une note sur Spotify ou sur d'autres plateformes d'écoute.